Pierre-Alfred Nougared naît en 1868 à La Motte-Capdeville dans le Tarn-et-Garonne. Après des études au lycée de Montauban, il s'engage dans l'armée à l'âge de 19 ans. C'est avec le grade de capitaine qu'il quitte la caserne de Tarbes pour entrer en guerre avec le 12e régiment d'infanterie. Dans son journal de guerre, il précise « Ces notes ont été écrites brièvement au crayon sur des feuilles volantes. Elles sont accompagnées de nombreux croquis topographiques, sommaires et de quelques dessins d'après nature. L'officier a le souci constant de l'honnêteté. Il écrit « Il n'y a que ces notes qui te rappelleront les faits exactement et sincèrement. Sans cela, ta mémoire, même des mieux doués, te fera écrire, après quelques années écoulées, des souvenirs qui seront entachés d'erreurs, alors même que tu seras d'absolue bonne foi. » Il réécrit son journal après la guerre, à l'aide de ses notes et des documents qu'il produisait ou recevait en tant que capitaine, comme par exemple des ordres, des comptes rendus ou encore des notes de service. Nougared décrit d'abord la retraite de son unité qui traverse l'Aisne du nord au sud pour arriver au nord de Provins. Il évoque ensuite la bataille de la Marne, puis la poursuite des Allemands du 9 au 13 septembre 1914. Ces hommes sont, écrit-il, exténués, les pieds meurtris et l'estomac vide. Au total, en 21 jours, la compagnie qu'il commande parcourt à pied 494 km, dont 151 de nuit. Le 16 septembre 1914, sa compagnie prend position sur le chemin des Dames, au sud-est de la ferme d'Urtebise, au carrefour des routes Craonne-Craonel. Seulement protégée par un talus de 60 cm, sa 7e compagnie subit pendant presque 4 jours des bombardements et la pluie. Il fulmine contre le commandement qui refuse de prendre des dispositions défensives visant à protéger ses hommes. Il témoigne des combats qui se livrent pour la possession de la ferme d'Urtebise. Cette dernière est finalement conquise par les Allemands le 21 septembre. Le témoignage de Nougared se caractérise par une rare précision documentaire où souvent l'on suit les faits et gestes de sa compagnie heure par heure. Bien que courte, la guerre du capitaine Nougared, évacué pour maladie en novembre 1914, est dense, prise sur le vif, tant par le texte que par ses croquis et dessins d'une qualité remarquable. Le tout témoigne ainsi des premiers combats sur le chemin des Dames, autour de la ferme d'Urtebise, située à proximité de la caverne du Dragon. Nougared décède à Montauban le 10 mars 1946, à l'âge de 78 ans. Que savons-nous de la ferme Urtebise, de ses activités avant 1914 ? Alors avant 1914, on peut remonter même très loin. On peut remonter jusqu'au XIIe siècle, c'est-à-dire dans les années 1180 à peu près, parce que cette ferme-là, elle appartient à l'abbaye qui est à 2 km en bas, là, qui s'appelle l'abbaye de Vauclair. Alors c'est la ferme la plus proche, c'est aussi une des plus importantes, parce que c'est une ferme qui fait à peu près 130, 150 hectares sur le plateau, qui sont des terres assez riches sur le plan agricole, qui produisent des gros rendements en blé, même à cette époque-là. Hein. Alors c'est une ferme donc qui, au moment de la Révolution, comme toutes les fermes et tous les biens du clergé, hein, qui appartenaient aux abbayes, mais aux évêchés, aux curés, etc., se trouve donc mis à disposition de la nation pour renflouer les caisses de l'État, c'est-à-dire qu'ils deviennent des biens nationaux. Donc c'est vendu, c'est racheté par le dernier fermier d'ailleurs des moines, hein, qui s'appelle Lapie, et puis après il y a donc une série de gens qui vont succéder. Alors en 1914, on connaît le nom du propriétaire, hein, qui s'appelle Adam, plus exactement donc Gustave Adam, et donc il est non seulement l'exploitant de cette ferme d'Urtebise, mais aussi de la ferme qui se trouvait à l'emplacement de la caverne du Dragon. On appelle la ferme de la Creute, c'est-à-dire qu'au total il avait à peu près 180 hectares donc, à cultiver sur le plateau. Et qu'est-ce qu'il cultive? Ben, à l'époque, donc, il cultive du blé, hein, à peu près une 50aine d'hectares. Il cultive aussi d'autres céréales et il cultive aussi un peu de betterave à sucre. Et il cultive aussi 45 hectares, on a exactement la surface, de seigle, d'avoine, 45 hectares d'avoine.
Capitaine Nougarenne, mercredi 16 septembre 1914, 9h30. La 7e compagnie du 12e va remplacer la 6e compagnie du 34e, capitaine Artugus, sur sa ligne de combat. Route Hurtebise-Craanel, le commandant de la compagnie est au centre de cette ligne, carrefour de la route précédente avec celle de Crane. Mercredi 16 septembre 1914, à la nuit, bivouac sur place. On s'organise pour le mieux avec des moyens de fortune. Une meule de paille est à notre portée, à quelques mètres du carrefour des deux routes Crane-Craonel. Mes hommes vont s'y prendre ce qui leur est nécessaire. D'autres vont couper des branchages en arrière de la route. Chaque section se construit des abris le long du talus nord de la route en piquant des branchages en terre et en les recouvrant de paille. Des guetteurs sont désignés pour surveiller constamment le terrain en avant et rester en liaison avec les deux fractions avancées. 7e et 8e demi-section, sous le lieutenant P. Bosque, les relèves sont désignés dans chaque section, heure par heure. Les patrouilles iront de même. Mercredi 16 septembre 1914, 21h. Les cuisiniers nous apportent le repas du soir, soupe aux choux, viande, pommes bouillies, le tout froid. On mange dans l'obscurité, accroupi derrière le talus. Une pluie fine vient nous rafraîchir. Capitaine Nougaret, samedi 19 septembre 1914, midi. Terrible rafale de 150 par 6. Les artilleurs ont retrouvé leur fourchette, car les projectiles viennent éclater, tantôt en avant de nous, dans les luzernes, tantôt en arrière de l'autre côté de la route. À une certaine minute de véritable émotion, deux marmites viennent fuser directement sur la droite de la première section. Carrefour, lieutenant et capitaine et sergent Casajo s'enfoncent à 4 ou 5 mètres en avant de nous trois et n'éclatent pas. Instinctivement, nous nous étions saisis. Le lieutenant et moi, nous attendions à être déchiquetés. Capitaine Nougared, 21 septembre 1914. Les attaques ennemies sont toujours violentes autour d'Hurtebise. Les lisières de bois à l'est et à l'ouest de la ferme sont garnies de tirailleurs. Des mitrailleuses établies vers le monument entretiennent un feu nourri sur le 2e bataillon qui est pris d'écharpe, surtout les 7e et 8e compagnies. Plus bas, la réserve reçoivent un feu très violent, là-haut où voient les défenseurs de la ferme se retirer peu à peu sur les pentes sud, immédiatement en arrière. Entourés de tous côtés par un ennemi 2 ou 3 fois supérieur en nombre, ils finissent par abandonner cette construction en feu et en ruine qui défendait héroïquement depuis le 16 septembre. Témoignage du sous-lieutenant Biard, détaché à Hurtebise, ex-sergent à la 8e compagnie du 12e régiment d'infanterie. Témoignage recueilli par le capitaine Nougared le 30 septembre 1916 à Tarbes. Nous sommes restés 4 jours dans la cour, aplatis le long des murs écroulés. La 10e compagnie était dans la cave. Des chefs, il n'en est venu aucun de l'arrière nous voir. Le lieutenant Fabre a dû vous dire tout cela. À propos, Fabre fut sérieusement blessé le 21, mais il n'a rien eu. Cocoy était là. Ce bon Cocoy qui demandait, en parlant du téléphone, cet appareil comprend-il le patois ? Le 21 septembre, lors du repli du 3e bataillon sur les pentes sud-ouest d'Hurtebise, le peloton de la 8e Valognes avait été laissé dans la ferme au créneau. C'est alors que notre 75, croyant tous les défenseurs partis, a tapé dur sur l'intérieur et a blessé plusieurs hommes et gradés, dont le lieutenant Fabre. Ce peloton s'est retiré sur la route de Cranel, à la gauche de la 6e compagnie, au Neuilly. Témoignage du lieutenant Fabre du 12e régiment recueilli par le capitaine Nougared le 16 juin 1916 à la table des officiers à Haussin, près de Tarbes. Je n'oublierai jamais les journées des 18, 19, 20 septembre à Hurtebise. Aussitôt que les gérants de la ferme eurent été expulsés, les obus boches qui, jusqu'à ce jour au 17 septembre, nous avaient épargnés tombèrent drus sur la vaste enceinte. Comment étaient défendus ? Ah, il fallait voir ça. Des cours immenses. Nous gardions la face nord avec les bois devant nous qui nous masquaient la vue. Les Allemands étaient à 30 mètres, aux aguets. Nous étions seuls sur les autres faces, personne. Il faisait chaud, la soif nous tourmentait. Une cave existait sous la maison d'habitation. J'y vais. Oh là là, quel boyau. Il fallait s'y glisser. Embarquons en cave. En bas, une étendue immense calcaire. Par-ci par-là à la bougie, pleine de troupes, cette cave, je trébuche de ci de là à quelques jambes. Arrivé à portée d'une barrique que gardait un 2e classe, je me fais connaître. Ce dernier me gardit ma gourde et je repars.
Là-haut, avec le camarade Pourteau, on s'est chargé de vider la gourde. Dans la cour, vaches et veaux éventrés, cadavres des nôtres contre les murs, trop d'obus, écroulement de maçonnerie, etc. S'ils avaient un théâtre prenant, s'ils avaient su, les Boches entreraient là comme dans du beurre. La ferme d'Urtebise entre 1914 et 1918. Les Allemands s'emparent de la ferme d'Urtebise le 21 septembre 1914. Et à partir de la mi-octobre 1914, la ferme, déjà partiellement détruite, se trouve à une soixantaine de mètres au nord de la première ligne française. Au début de l'année 1915, le front allemand sur le chemin des Dames possède encore un point faible entre le monument commémoratif de la bataille de Craonne de 1814, situé au nord-est de la ferme de la Crotte, qui sera bientôt dénommée la caverne du Dragon, et la ferme d'Urtebise. Le plateau à cet endroit se réduit en effet considérablement et fait seulement 200 mètres de large. Les Allemands ont des défenses en profondeur plus réduites par la configuration du terrain et ne sont pas à l'abri d'une attaque qui pourrait les refouler dans la vallée de l'Ailette. Ils décident d'éliminer cette possibilité en attaquant le 25 janvier 1915. Ils parviennent à s'emparer de la caverne du Dragon et désormais la première ligne française est repoussée à plus de 800 mètres de la ferme d'Urtebise. Cet éloignement permet aux Allemands de circuler avec une certaine quiétude aux abords de la ferme, comme le montrent plusieurs cartes postales. Après un peu plus de 2 années, où le front était demeuré assez passif dans ce secteur, la ferme d'Urtebise refait parler d'elle à partir du printemps 1917, dans le contexte de l'offensive Nivelle. Les éléments de la 10e division d'infanterie coloniale, notamment le 43e bataillon de tirailleurs sénégalais, parvient à s'emparer des ruines de la ferme le 16 avril. Attaques et contre-attaques se succèdent les jours suivants, puis lors de la bataille des observatoires entre début mai et début septembre 1917. Au final, les Allemands sortent vainqueurs de cette bataille des observatoires qui fait rage sur le chemin des Dames, sauf dans les secteurs d'Urtebise et du Monument, où les Français parviennent à se maintenir. Après la victoire française, lors de la bataille de la Malmaison, fin octobre 1917, les Allemands se replient au nord de l'Ailette. La première ligne allemande se trouve désormais à près de 2 km au nord de la ferme d'Urtebise. Le chemin des Dames devient un secteur particulièrement calme pendant quelques mois. Le 27 mai 1918, en très forte supériorité numérique, les Allemands attaquent le chemin des Dames et s'emparent de la ferme d'Urtebise. Et le 31 mai, ils atteignent la Marne. En moins d'une journée, ils conquièrent donc complètement le chemin des Dames, ce qui avait pris 7 mois aux Français pour faire de même. La ferme d'Urtebise, dont on a peine à reconnaître l'emplacement, est définitivement reconquise par les Français du 328e régiment d'infanterie le 12 octobre 1918. Pourriez-vous nous évoquer le contexte de la reconstruction de la ferme d'Urtebise après 1918 ? Alors après 1918, ici, donc c'est des ruines. La ferme a été détruite très tôt, dès 1914. Dès les premières semaines de combat, même les premiers jours de combat sur le chemin des Dames, donc à partir du 13 septembre jusqu'au 20, donc la ferme est un tas de ruines. Et on a donc des photos, des tableaux même de ces ruines. Donc, première chose, ici on est dans ce qu'on appelle la zone rouge, c'est-à-dire c'est une zone qui après la guerre est tellement détruite, tellement bouleversée, tellement pleine de projectiles, de morts aussi, qu'on décide de la geler en quelque sorte, de ne pas la remettre en culture, de ne pas lui redonner donc une chance pour l'avenir. On dit on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Et on est donc sur le chemin des Dames avec une importante surface qui est dans la zone rouge. Et ici, on est en plein dans la zone rouge, comme le village de Crâne, comme Aille à côté, etc. Et donc, dans un premier temps, il ne se passe rien ici. Sauf des anciens combattants qui viennent sur le champ de bataille, qui viennent voir où ils étaient, qui viennent montrer où ils étaient, qui viennent se rappeler leurs souvenirs. Et progressivement, donc, cette zone rouge, sous la pression des agriculteurs, parce que je vous disais, c'est des terres qui sont très riches, donc laisser partir des terres où on produit beaucoup de blé, c'est quand même un peu dommage. Est-ce qu'on peut vraiment pas les remettre en état?
eh bien, il va y avoir une réduction de la zone rouge qui va faire seulement, au final, 700 hectares alors qu'elle faisait pratiquement 20 000 hectares. Donc, c'est-à-dire qu'elle est considérablement réduite. Et il se trouve donc que tout le secteur autour de la ferme d'Hurtebise, la plupart des terres, donc, se retrouvent à nouveau cultivables. Et la terre va donc être remise en état progressivement, parce que vous imaginez, c'est plein de ferrailles, plein de tranchées, plein de tout un tas d'objets qui n'ont rien à faire avec de la culture, quoi, hein. Et j'ai eu la chance de rencontrer dans les années 90, donc il y a une trentaine d'années, quelqu'un qui avait repris la ferme ici. Il s'appelait Gabriel Cochet, il habitait pas très loin de l'Oise, à Vic-sur-Aisne, et il me racontait comment donc chaque année il remettait avec ses charretiers, les gens qui travaillaient pour lui, les terres en état. Et les morts qu'il trouvait, parce qu'à l'époque c'était très fréquent. Et ça, on était dans les années 1924-25, c'est-à-dire 6 ans après la guerre. Et quand la ferme a-t-elle été reconstruite? Et vous le savez, il suffit de regarder dehors, vous avez une plaque avec une date, 1926. C'est la date de construction donc, des bâtiments que vous avez autour de nous. Et le dernier bâtiment qui a été reconstruit, c'est la maison d'habitation, le logis donc, du fermier ou du propriétaire, donc seulement en 1927. Alors la particularité de la ferme d'Hurtebise, par rapport à toutes les fermes qui ont été reconstruites sur le chemin des Dames, c'est qu'elle a été reconstruite à la même place, au même endroit. Les bâtiments, je pense qu'on pourrait retrouver sous les bâtiments actuels, donc les fondations des anciens. C'est le même plan. Quand vous regardez le plan qui est sur les documents de M. Nougared, on a ce plan donc avec 2 bâtiments parallèles et puis le logis du fermier qui est au bout, près de la route. Et pourquoi elle est là, cette ferme? Parce qu'on est en bout de plateau. C'est-à-dire que là, c'est là qu'on utilise le moins possible de terres cultivables, très productives, comme je vous le disais, hein. Et donc ça, c'est très particulier. Alors, Madame Villain, du coup, comme tu l'as dit, donc je suis directrice générale d'un certain nombre de sociétés. Ici, je dirige la partie financière, donc c'est comptabilité, tout ce qui est finance et juridique. Donc on s'occupe de 4 métiers, la réfrigération de transport, le génie climatique, la cuisine, et puis, que j'en oublie pas, cuisine blanchisserie industrielle. Voilà, donc ici, on gère une vingtaine de sociétés qui tournent autour de tous ces métiers. Donc on est situé dans tout le Grand Est et un peu les Hauts-de-France. Voilà. Qu'éprouvez-vous à travailler dans un lieu autant chargé d'histoire? Alors comme tu le dis, et je reprends, on est dans un lieu vraiment chargé d'histoire. Vous pouvez le voir, il y a une espèce d'atmosphère. Je ne sais pas, quand vous êtes rentré tout à l'heure dans la ferme, on sent quelque chose, une atmosphère, alors qui des fois peut être pesante, parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé sur la ferme d'Hurtebise. Il y a eu un certain nombre de morts, mais on va essayer de parler un peu du positif. Et c'est ce qu'on essaie de faire donc justement avec Monsieur Hardier, qui va publier un livre, mais je le mentionne, avec Monsieur Ledreff. Vous avez pu voir derrière, on a un verger. Donc on aimerait faire toute une histoire autour de la ferme pour d'une part parler de la mémoire, mais d'autre part aussi mettre un petit côté un petit peu festif, quelque chose de joyeux autour de tout ça. Et on y mettra, nous, de notre côté, un côté associatif. Donc par exemple, les pommes seront données à des associations. C'est des choses qui sont intéressantes. Donc voilà un petit peu notre démarche. Mais effectivement, ça peut être pesant certains jours. Et alors aujourd'hui, vous êtes dedans. Vous avez une certaine brume qui vous tombe dessus. Un certain point sur les épaules. Et c'est pas sans conséquence. Alors on y pense toujours en y rentrant dans ces lieux. Après, c'est un lieu qui est magnifique. On ne peut pas se tromper. Quand on vient travailler ici, on est complètement dépaysé. Moi, j'habite sur Reims. Waouh, le temps s'arrête. Donc vous avez pu le remarquer, le temps s'est arrêté quand vous êtes rentré. Voilà.